Un tueur en série erre en liberté dans les rues de New York. Il est surnommé le tueur du dernier verre. 10 ans après les faits, la police n'a toujours pas de suspect. Jusqu'à ce que des avancées dans les sciences médico-légales permettent enfin d'identifier le tueur. Un cambriolage vire au meurtre. Un carnage d'une violence extrême, sans aucune raison apparente. La police a fait son enquête et visiblement, elle n'avait aucun ennemi. Jusqu'à la découverte d'une histoire d'amour singulière, un triangle amoureux qui a complètement dégénéré. Il y avait forcément une maîtresse ou quelqu'un qui voulait l'éliminer pour prendre sa place. Je ne sais pas si un triangle amoureux peut bien se terminer, mais là, ça a totalement dégénéré. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ces deux affaires inédites des enquêtes impossibles. Aucun meurtre n'est pardonnable, quelle que soit l'arme utilisée pour le commettre. Mais comment trouver les mots pour décrire l'horreur lorsque du corps d'une victime, il ne reste que la tête et les membres mutilés, abandonnés au coin d'une rue dans une poubelle? 1991. Dans le New Jersey, des éboueurs ramassent les poubelles près d'un péage. Le sac est étonnamment lourd, alors ils décident d'y jeter un coup d'œil. Il pensait que c'était une citrouille ou quelque chose comme ça. Mais il s'agit de tout autre chose. C'était une tête, la tête de quelqu'un. Quand la police arrive sur les lieux, elle découvre plusieurs sacs contenant d'autres parties du corps. Le corps était découpé en 7 parties. 2 jambes, 2 bras, le torse, l'abdomen et la tête. Il y avait des contusions au poignet, probablement parce que la victime avait été attachée. L'un des sacs contient des gants en latex, un drap, un rideau de douche et une scie maculée de sang. Ces indices montraient que le crime avait eu lieu dans une maison ou une chambre d'hôtel. Mais ça pouvait être n'importe où. Un portefeuille est retrouvé dans l'un des sacs. Le tueur n'a pas cherché à cacher l'identité de la victime. Il s'agit d'un homme de 56 ans, Thomas Mulcahy. Cadre dans une société du Massachusetts, il se trouvait à New York en voyage d'affaires. Il était marié depuis 33 ans. Il avait 4 enfants et le plus jeune avait 18 ans, je crois. Les autres étaient un peu plus âgés. Thomas Mulcahy a été poignardé à mort puis démembré. Les différentes parties de son corps ainsi que les sacs ont été nettoyés avant d'être jetés. Ça signifie que le tueur voulait éliminer les preuves. Et je pense qu'il a pris du plaisir à le faire. Il y avait un côté érotique pour lui là-dedans. Il voulait en quelque sorte prendre soin de ce corps. La femme de Thomas Mulcahy livre à la police des informations importantes. Elle a déclaré qu'il y avait eu plusieurs expériences homosexuelles ces dernières années. Je ne sais pas comment elle le vivait. Les relevés de carte de crédit de la victime indiquent qu'elle a effectué un retrait d'argent à un distributeur automatique à 23h15, 2 jours avant que son corps ne soit retrouvé. Tom Mulcahy a retiré 150 € à l'angle de la 49e rue et de la 6e avenue. Malheureusement, la caméra était en panne. On n'avait aucune image. Rien ne permet d'affirmer que Mulcahy soit bien rentré dans sa chambre d'hôtel ce soir-là. En revanche, on sait qu'il s'est arrêté dans un bar tout proche. Mulcahy a été aperçu au Townhouse, un barbier assez chic de Manhattan. Il était complètement ivre. Ces faits concordent avec le rapport du médecin légiste. Le médecin légiste a déterminé que le taux d'alcoolémie de Thomas Mulcahy était au-dessus de la limite légale. Des témoins déclarent avoir vu Mulcahy parler à un homme blanc aux cheveux bruns, mais personne n'est certain de les avoir vus quitter le bar ensemble. Grâce aux descriptions des témoins, la police dresse un portrait robot qui est distribué aux médias.
Ça n'a rien donné. Tout ce qu'on avait fait jusque-là n'avait absolument rien donné. Mais un objet retrouvé avec le corps de Mulcahy va fournir une piste. L'un des sacs poubelles contient l'emballage des gants en latex. L'étiquette du prix indique qu'ils ont été achetés dans un drugstore du quartier de Staten Island à New York. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur peine. Près d'1 demi-million de personnes vivent dans ce quartier. On n'avait pas de piste. On se serait raccroché à n'importe quoi. La tête et le corps démembré d'un homme ont été dispersés dans des poubelles. À l'horreur s'ajoute l'idée terrifiante que le prédateur circule toujours librement dans les rues de New York et qu'il peut frapper à nouveau à chaque instant. La police ne dispose que de 2 éléments. Le psychopathe serait lié d'une manière ou d'une autre au milieu homosexuel. Et il résiderait peut-être à Staten Island. 1 an plus tard, tandis que l'enquête est au point mort, un drame analogue se produit à Manchester, une ville du New Jersey, située à quelques kilomètres seulement de Manhattan. Là aussi, les parties du corps étaient dans 2 sacs mis l'un sur l'autre et fermés avec un double nœud. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la façon dont le corps avait été découpé en 7 parties, comme pour Thomas Mulcahy. Les empreintes ont été relevées et analysées, et on a découvert que la victime avait un casier judiciaire pour des délits mineurs. Il s'appelait Anthony Marrero. La police découvre que Marrero se prostituait. Comme dans l'affaire Mulcahy, les parties du corps de Marrero ainsi que les sacs ont été nettoyés avant d'être abandonnés sur le bas-côté de la route. On n'avait ni ADN, ni empreinte pour nous guider vers un suspect potentiel. Et tout comme Mulcahy, la victime a des contusions sur les poignets et les chevilles. Certains tueurs ont leur signature. Ce sont des tueurs qui répètent toujours les mêmes gestes avec chacune de leurs victimes. En fait, d'après les infos du labo de médecine légale, le corps a été désarticulé. Ça veut dire que le tueur n'a pas coupé directement dans l'os. Il a d'abord pris la peine de déboîter les articulations et il a ensuite coupé dans le cartilage. Cette manière de procéder est un indice important. On savait que ces personnes avaient été découpées une fois mortes. La précision de la découpe nous a fait penser que le tueur devait avoir certaines connaissances en anatomie. Il devait exercer une profession médicale ou travailler dans ce secteur. On a cherché à savoir combien de temps il fallait pour découper un corps de cette façon. On a rencontré quelqu'un qui avait commis un acte de ce genre quelques années auparavant à New York. On a tout de suite remarqué que c'était un homme très fort. Et pourtant, il a dit qu'il lui avait fallu environ 6 heures pour faire ça. Et il avait été obligé de faire des pauses de temps en temps pour reprendre des forces. L'un des sacs retrouvés avec le corps de Marrero porte l'inscription « President's Choice ». Ce sac n'était distribué que dans 9 supermarchés. Et il y en avait justement un à Staten Island. Le magasin de Staten Island qui distribue ces sacs est situé près du drugstore où ont été achetés les gants en latex trouvés avec le corps de Thomas Mulcahy. On pouvait penser que le tueur vivait ou travaillait certainement dans ce quartier. Ça devait être un endroit dans lequel il avait ses habitudes, sa routine. En utilisant un procédé consistant à vaporiser une colle cyanoacrylate sur les objets, les experts de la police scientifique parviennent à relever sur les sacs des empreintes digitales et palmaires partielles. Ces empreintes sont entrées dans une base de données recensant l'ensemble des criminels connus aux États-Unis. La recherche n'a pas abouti et il ne figurait pas dans notre base de données. 1, puis 2 meurtres d'une violence inimaginable mobilisent les policiers et soulèvent un vent de panique dans la communauté homosexuelle de New York. En rassemblant les indices, les policiers ont confirmation que le suspect habiterait ou travaillerait dans l'île résidentielle de Staten Island. Par contre, les empreintes digitales recueillies sur les sacs qui ont servi à emballer les corps ne figurent pas dans les bases de données de la police ou du FBI. Les policiers sont impuissants. L'opinion publique s'émeut.
la presse rend compte de la présence dans la ville d'un tueur en série prêt à poignarder et à dépecer ses victimes. On n'avait plus aucune piste. Ça ne s'annonçait pas très bien. La crainte des enquêteurs se confirme. Un autre corps démembré est retrouvé dans une poubelle à 20 km de New York. Je suis tombé dessus en ouvrant la poubelle. 2 bras bien pliés. J'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient trouvé un corps en morceaux et en général, ils ont du mal à s'en remettre. Le doute n'est pas permis. Il s'agit du même tueur. Le corps a été placé dans les mêmes sacs poubelles mis l'un sur l'autre et refermé avec un double nœud. Et il avait aussi été coupé en 7 parties. Une fois de plus, le corps et les sacs ont été nettoyés. On n'a retrouvé aucune preuve matérielle. Il n'y avait pas d'empreinte et pas d'autre ADN que celui de la victime. La victime est Mike Sicara, 56 ans. C'était un habitué du Five Oaks, un bar du quartier de Greenwich Village. Le Five Oaks était un piano-bar et il était surtout fréquenté par des homosexuels. Lisa Hall était derrière le comptoir du Five Oaks le soir où Mike Sicara a été tué. Lisa déclare qu'un homme blanc est entré dans le bar et s'est assis à côté de Mike. Salut, ça va? Salut. Un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Qu'est-ce que je vous sers? Un whisky, s'il vous plaît. J'ai pensé qu'il devait connaître Michael. Il est allé s'asseoir juste à côté de lui alors qu'il y avait des sièges libres. Je lui ai servi un whisky et Michael m'a dit « Lisa, je te présente mon ami. Il est infirmier à Saint-Vincent. » Quand elle quitte le bar, Michael et cet homme sont toujours là. Michael n'était pas du genre à ramener n'importe qui chez lui. Comme ils avaient l'air de se connaître, ça ne m'a pas paru du tout bizarre. Personne n'a vu les deux hommes sortir du bar ensemble. Les inspecteurs m'ont demandé son nom. Je leur ai dit que c'était quelque chose comme John ou Mark, un prénom très courant. Mais je n'arrivais pas à me souvenir de son nom de famille. Je me souvenais juste de son visage. Les enquêteurs vont faire un portrait robot d'après les descriptions de Lisa, mais les recherches s'annoncent difficiles. Dans une ville aussi gigantesque que New York, ça semble complètement impossible de trouver un suspect quand on n'a pas le moindre indice ou la moindre piste. Des inspecteurs de New York et du New Jersey recherchent désespérément un tueur en série qui s'attaque à des homosexuels. Les médias l'ont surnommé le tueur du dernier verre. Mike Sicara est sa dernière victime. Il a été vu pour la dernière fois dans un bar. Il était en compagnie d'un homme blanc qu'il a présenté à la serveuse comme étant un infirmier travaillant à l'hôpital Saint-Vincent de New York. En s'intéressant aux hôpitaux de la ville, la police identifie un infirmier de Saint-Vincent âgé de 38 ans, Mark Slayton. Cet homme correspond au portrait robot du tueur. Il vit à Staten Island, à 2 pas des magasins dans lesquels le tueur a acheté les gants en latex et les sacs poubelles utilisés pour les meurtres. Malheureusement, les empreintes de Slayton ne correspondent pas aux empreintes retrouvées sur les sacs en plastique. C'est pas évident à vivre comme situation. On passe des heures et des heures sur l'enquête, on fait tout ce qu'on peut et on n'a toujours pas de suspect. C'est très frustrant. Il est possible que le tueur n'ait pas dit la vérité à ses victimes à propos de son lieu de travail. L'inspecteur Kuhn demande alors de l'aide à ses enfants pour avancer dans son enquête. Ils font circuler le portrait robot du tueur dans tous les hôpitaux de la région. Toute ma famille a collaboré. Mes enfants m'ont aidé. On voulait poser des affiches dans tous les hôpitaux de Staten Island. Malheureusement, les affiches ne permettent pas de faire progresser l'enquête. On ne connaissait pas ses motivations. Les victimes n'avaient pas d'ennemis. Personne n'avait intérêt à les voir disparaître. Il n'y avait pas d'amant jaloux non plus. L'affaire est au point mort. Des centaines, voire des milliers d'heures avaient été consacrées à cette enquête. Et pourtant, on n'avait plus aucune piste. Les meurtres s'arrêtent. La police pense que le tueur a peut-être changé de méthode.
On a pensé qu'il avait été arrêté, qu'il était mort, ou alors qu'il s'était amélioré. Thomas Mulcahy, Anthony Marrero et Mike Sicara ont été sauvagement assassinés par un tueur en série qui possède de solides notions d'anatomie. Il a en effet été capable de démembrer ses proies avec la dextérité d'un chirurgien pratiquant des amputations. Un infirmier a été arrêté puis disculpé. Bien qu'un portrait robot de l'assassin ait été établi et largement diffusé, l'enquête piétine depuis 8 ans, jusqu'à ce que les policiers apprennent l'existence d'une technique révolutionnaire d'analyse des empreintes digitales récemment expérimentée au Canada. Il s'agit de la métallisation sous vide. Cette méthode est très efficace pour retrouver des empreintes digitales sur des matériaux non poreux. Et ça fonctionne même sur des objets archivés depuis 50 ans. Les inspecteurs envoient immédiatement une dizaine de sacs qu'ils conservaient depuis des années. Dans le laboratoire canadien, les sacs sont exposés à 10 000 grammes d'or qui ont chauffé à plus de 1000 degrés pour être transformés en vapeur. Cette vapeur d'or crée une fine pellicule sur la surface qui doit être analysée. Mais la pellicule est invisible à l'œil nu. On ajoute ensuite de la vapeur de zinc qui va adhérer à l'or. Les empreintes apparaissent alors et peuvent être photographiées. On obtient un négatif de l'empreinte digitale qui apparaît sur cette surface non poreuse. C'est ce qui apparaît normalement. Le procédé permet d'obtenir 16 empreintes partielles sur les sacs dans lesquels se trouvait le corps démembré de Thomas Mulcahy. Et 3 autres empreintes sont découvertes dans le cadre du meurtre d'Anthony Marrero. Ces empreintes sont d'une bien meilleure qualité que les précédentes. C'était formidable, on avait les empreintes. C'était à nous de jouer. Ces empreintes sont entrées dans la base de données qui recense tous les criminels connus aux États-Unis. Mais il n'y a aucune correspondance. L'inspecteur Matt Kuhn envoie également des copies des empreintes à la police de chaque État, car tous les services de police n'ont pas encore introduit leurs empreintes dans la base de données nationale. C'était notre dernière chance. On a envoyé nos dossiers un peu partout en espérant que les policiers qui les recevraient prendraient le temps de les examiner. Les empreintes arrivent par courrier au bureau de Kim Stevens, qui travaille au laboratoire de la police d'État du Maine. Elle lance immédiatement l'analyse. À cette époque, l'État du Maine n'a pas encore introduit toutes ces empreintes dans la base de données nationale. J'ai reçu les empreintes et le reste du dossier par courrier. J'ai pu lire tous les détails sur cette affaire. Kim Stevens introduit les empreintes du tueur dans la base de données de la police d'État du Maine. Je ne m'attendais pas à trouver quelque chose. J'avais déjà un peu d'expérience dans l'analyse des empreintes et je savais que j'avais très peu de chances de trouver le tueur. Pourtant, cette base de données indique 30 suspects potentiels. J'avais une liste de 30 empreintes. Je devais examiner attentivement chaque empreinte pour voir si l'une d'entre elles était la bonne. Pour procéder à la comparaison, Kim Stevens utilise les copies originales des empreintes prélevées par la police sur les 30 criminels au moment de leur arrestation. C'est un travail long et pénible. C'est un travail qu'il faut faire quand on est bien reposé. Kim Stevens trouve une empreinte qui est peut-être celle du tueur. J'ai comparé les empreintes en détail et j'ai été très surprise quand j'ai vu qu'elles correspondaient. J'étais vraiment folle de joie, je n'arrivais pas à y croire. Il ne reste plus qu'à faire comparer les empreintes par une autre personne. Et cette personne confirme la bonne nouvelle. Les empreintes appartiennent à Richard Rogers, un ancien étudiant en langues étrangères de l'Université du Maine. En 1973, Rogers a été accusé d'avoir tué son colocataire à coups de marteau.
Il a ensuite enveloppé le corps dans une tente en plastique et l'a abandonné sur une route. Richard Rogers a prétendu que la victime lui avait fait des avances et avait tenté de l'agresser. Il a déclaré qu'il n'avait fait que se défendre et il a fini par le tuer. Richard Rogers a plaidé la légitime défense et il a été acquitté. C'est incroyable. Après son acquittement, Rogers obtient un diplôme d'infirmier et il emménage à New York. Rogers travaille à l'hôpital du Mount Sinai de New York comme assistant en chirurgie. C'est là que la police va l'arrêter. Ils l'ont menotté alors qu'il travaillait dans un service de l'hôpital. On a tous vraiment été choqués. Il était homosexuel. Il n'avait jamais eu de relations sérieuses. Personne n'aurait jamais pu deviner en le voyant que cet homme était un tueur en série. On a appris plus tard qu'à l'époque de ces meurtres, Richard Rogers ne travaillait pas. Quand on lui montre sa photo, Lisa Hall identifie Rogers comme étant l'homme qui accompagnait Mike Sicara dans le bar la nuit où il a été tué. C'est vraiment horrible. Je suis très heureuse qu'il l'ait arrêté avant qu'il s'en prenne à d'autres personnes. Rogers habite Staten Island, tout près des magasins dans lesquels les sacs poubelles et les gants en latex ont été achetés. Les inspecteurs ont fouillé l'appartement de Richard Rogers. Ils ont trouvé toute une collection de cassettes vidéo avec des films du genre « Massacre à la tronçonneuse ». Et il avait une Bible dans laquelle il avait souligné les passages qui parlent de décapitation et de démembrement. Dans l'appartement de Rogers, les inspecteurs trouvent également un sédatif délivré uniquement sur ordonnance. Il s'agit d'un médicament qui n'est pas détecté lors d'une autopsie de routine. Les violeurs l'utilisent pour faire perdre connaissance à leurs victimes. Le procureur pense que Rogers choisissait ses victimes dans les bars gays. Il s'attaquait en priorité aux hommes qui buvaient beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Santé. Génial. Rogers employait sans doute une drogue utilisée par les violeurs pour ramener ses victimes à son appartement, à moins que celles-ci ne les suivît de leur plein gré. Jolie collection. Une fois chez lui, il les poignardait avant de les démembrer. Et c'est certainement la nuit qu'il emportait le cadavre de ses victimes dans le New Jersey pour éviter d'être repéré. Mais même les criminels les plus scrupuleux font des erreurs. Et Rogers a laissé des indices derrière lui. Le nettoyage des corps et des sacs n'a pas suffi à tout éliminer. Richard Rogers n'a pas voulu révéler son mobile. Mais les psychiatres ont pu constater que les meurtres avaient pour lui une connotation sexuelle. C'est l'affaire la plus étrange que j'ai jamais eu à traiter. Ces hommes ne méritaient vraiment pas de finir comme ça. En novembre 2000, Rogers est déclaré coupable de 2 meurtres, ceux pour lesquels les enquêteurs avaient rassemblé le plus de preuves médico-légales. Il écope d'une condamnation à perpétuité pour chacune de ses victimes. Quand j'y repense, je me dis qu'on n'a jamais baissé les bras. On a vraiment fait du bon travail. C'est vraiment incroyable aujourd'hui tout ce que nous permettent de faire les expertises médico-légales. On peut retrouver et analyser des empreintes digitales, l'ADN et bien d'autres choses. Pour un procureur, ce sont les preuves les plus solides lors d'un procès. C'était vraiment horrible de se retrouver face à l'homme qui a tué Mike Sicara. Je pensais à toutes ces personnes qui sont mortes et à tous ceux qui ont perdu un proche à cause de ce monstre. Je suis soulagée qu'on ait fini par l'attraper. Condamné à une double peine de prison à perpétuité, Richard Rogers a également été suspecté de 2 autres meurtres. Celui de Peter Anderson, un banquier de 54 ans dont le corps mutilé avait été retrouvé sur une aire de repos en Pennsylvanie, et celui de Matthew Pierrot, poignardé et démembré à Orlando, en Floride. Lors de son procès, Rogers refusa de fournir des explications sur les motivations qui l'avaient incité à commettre ce carnage. Étant lui-même homosexuel, pour quelles raisons
s'était-il acharné à massacrer des hommes qui partageaient ses orientations sexuelles et ses choix affectifs. Des études indiquent que la plupart des tueurs en série ont été physiquement ou psychologiquement abusés par leurs parents. Adolescents, beaucoup d'entre eux étaient des incendiaires criminels et torturaient des animaux. Une chose est établie. Avec seulement 5% de la population mondiale, les États-Unis ont produit 76% de tous les tueurs en série connus au XXe siècle. Leurs victimes appartenaient à des populations ciblées, prostituées, personnes âgées, fillettes, hommes ou femmes homosexuels. Comble de l'horreur, entre 1978 et 1991, Jeffrey Dahmer tua et démembra 17 gays et dévora la chair de 3 d'entre eux. On peut imaginer naïvement que la criminalité épargne les milieux sociaux les plus favorisés, c'est un tort. Nombre de médecins, de professeurs ou d'hommes d'affaires ont été déférés devant les tribunaux pour avoir à répondre des pires atrocités. Dans l'affaire que je vous propose de suivre maintenant, nous verrons comment une déception sentimentale peut engendrer une psychose chez une personne nantie et la transformer en meurtrière. La vie semble sourire à Avis Banks. Après avoir décroché son diplôme universitaire, elle trouve un travail qui lui plaît dans une maison de repos et elle rencontre un homme qu'elle espère bien épouser un jour. Mais une grossesse inattendue va les obliger à modifier leur projet. Quand j'ai appris qu'Avis était enceinte, ça m'a vraiment pas fait plaisir. Mais elle a dit qu'elle était désolée et qu'elle avait l'intention de se marier avec Keon. Son fiancé, Keon Pittman, est professeur dans un collège et il est aussi entraîneur de basket. Keon Pittman avait très envie de fonder une famille. Et ils avaient déjà trouvé un prénom pour l'enfant. Avis et Keon achètent une maison dans la banlieue de Jackson, dans le Mississippi. Malheureusement, une tragédie survient quelques mois avant la naissance de leur enfant. Un soir, en rentrant de son travail, Keon découvre Avis allongé sur le sol du garage, dans une mare de sang. Il appelle immédiatement la police. Les policiers lui ont immédiatement ordonné de s'éloigner du corps. Pour eux, Keon était un suspect potentiel. Keon nous a appelés. Il a demandé à ma femme de venir chez eux. En arrivant au coin de la rue, j'ai vu l'ambulance et les voitures de police. Et quand j'ai vu le ruban jaune, j'ai tout de suite compris. J'ai tout de suite compris qu'Avis était morte. Le décès d'Avis et de son enfant est prononcé sur place. On voyait clairement qu'on lui avait tiré dans la tête, dans la poitrine et peut-être aussi dans le ventre. Mais sur le moment, on n'était pas certain du nombre de balles qu'elle avait reçues. Et elle avait aussi été blessée à l'arme blanche apparemment. Les enquêteurs pensent que le tueur a attendu qu'Avis rentre chez elle pour l'agresser au moment où elle sortait de sa voiture. Le tueur est entré par la porte de derrière. C'est à cet endroit que la police retrouve 2 empreintes de chaussures. Les empreintes retrouvées sur la porte en verre étaient très nettes. C'était des traces de terre qu'on distinguait sur la porte. D'après la police, ces empreintes correspondent à des chaussures d'homme de pointure 41. L'assassin a probablement tenté de briser la vitre sans y parvenir. C'est finalement en cassant le montant de la porte qu'il a pénétré dans la maison. C'est étonnant que la vitre n'ait pas cassé. Le verrou était toujours en place. On sait que la porte était bien fermée quand le tueur est entré. Plusieurs pièces de la maison ont été saccagées. Pour les enquêteurs, Keon est le principal suspect de ce meurtre. Ils font une recherche de résidus de poudre sur ses mains. Normalement, quand quelqu'un tire plusieurs coups de feu, il a de fortes chances d'avoir des traces de poudre sur le dos des mains.
Nous avons effectivement trouvé des résidus de poudre sur M. Pittman. Il a parfaitement pu tirer les coups de feu qui ont tué Avis Banks. Pourtant, Keon n'a pas l'air inquiet. Il s'est mis à rire. J'ai dû lui rappeler que sa fiancée et son enfant aussi étaient morts. Et à ce moment-là, il a dit « Ah ouais ». Il n'avait pas l'air bouleversé, c'était étonnant. Quand Keon appelle son avocat, il est hors de lui. Mais il semble surtout en vouloir à la police, plutôt qu'à l'assassin. Je ne le sens pas du tout. Apparemment, il pense que j'ai quelque chose à voir là-dedans. Quand je suis rentré, là, j'ai vu qu'il y avait un problème. Keon n'a pas de casier judiciaire. Mais il chose du 41, ce qui correspond à la pointure de l'empreinte de chaussure laissée par le tueur en voulant forcer la porte de derrière. Et ce n'est pas tout. Il y avait du sang sur la chemise qu'il portait et aussi sur son pantalon. Les tests ADN confirment que le sang est bien celui d'Avis. Il a peut-être changé d'avis. Il ne voulait peut-être plus être père, être marié. Il a peut-être voulu se débarrasser d'elle. La police de Jackson, dans le Mississippi, met tout en œuvre pour trouver l'assassin d'Avis Banks. La jeune femme a été attaquée en sortant de sa voiture alors qu'elle rentrait chez elle après le travail. Elle était enceinte de 5 mois. On en a fait une affaire personnelle. On a eu envie de se battre pour ce bébé de 5 mois qui n'a pas eu la chance de naître. Elle était parfaite. J'aime tous mes enfants, mais personne ne pourra remplacer Avis. Personne ne pourra la remplacer. L'autopsie révèle qu'Avis Banks a reçu 4 balles de calibre 38. Elle a également été poignardée plusieurs fois. Ses blessures étaient horribles. La personne qui a fait ça lui voulait vraiment du mal, l'a mutilée. Et après tout ça, elle lui a tranché la gorge. C'était quand même d'une violence extrême. Les enquêteurs pensent d'abord à un cambriolage qui aurait mal tourné, car de nombreux tiroirs ont été ouverts. Mais ce scénario est très vite rejeté, car rien n'a été volé dans la maison. Ça ressemblait à une mise en scène. Aucun objet de valeur n'avait disparu. Keon Pittman a-t-il assassiné sa fiancée enceinte pour ne pas avoir à assumer sa future paternité? Bien qu'inconcevable, cette hypothèse semble corroborée par un certain nombre d'indices retrouvés sur les scènes de crime. Des traces de poudre ont été détectées sur ses mains. Sa chemise était maculée du sang d'Avis Banks. Sa signature ADN le prouve. Les empreintes de pas correspondant à la pointure de ses chaussures ont été prélevées sur la porte du garage. L'attitude de Pittman est plus incriminante encore. Il a ri en apprenant la mort de sa compagne. Puis il s'est insurgé à l'idée que la police puisse le soupçonner d'en être l'auteur. Un voisin raconte à la police un détail troublant. Keon a l'habitude de se garer juste devant chez lui pour entrer par la porte, mais il ne l'a pas fait le soir du meurtre. Ce soir-là, il a ouvert la porte du garage en rentrant. Il devait savoir qu'Avis était par terre dans le garage. L'enquête révèle que Keon est un grand séducteur. Il avait eu beaucoup de maîtresses. Il y avait d'autres femmes dans sa vie. Il avait des aventures avec pas mal de filles à l'époque. L'une de ces femmes est Brenda Martin. Elle est âgée de 30 ans et c'est la mère d'un joueur de l'équipe de basket entraîné par Keon. Brenda Martin et Keon Pittman étaient au tout début de leur relation. Ils flirtaient, ils se parlaient au téléphone, ils s'envoyaient des textos, des choses comme ça. Brenda Martin ne souhaite pas parler à la police. Brenda ne voulait pas être mêlée à cette affaire parce qu'elle était mariée et elle avait des enfants. Brenda nie fermement toute implication dans le meurtre d'Avis et elle a un alibi solide. On n'avait aucune preuve contre elle. On a vérifié son relevé téléphonique et on n'a rien trouvé. Mais Brenda n'est pas la seule maîtresse de Keon.
Il y a aussi Carla Hughes, une jeune femme de 25 ans qui entraîne les pom-pom girls dans le même établissement que Keon. Apparemment, ils ne faisaient rien pour cacher leur relation. Certaines personnes les avaient vus s'embrasser au restaurant. Donc elle était bien plus qu'une amie pour lui. Carla Hughes était celle qu'il voyait le plus. Il avait une vraie relation avec elle, je pense. Ils se voyaient à peu près tous les jours. Carla Hughes a participé à plusieurs concours de beauté quelques années auparavant. Au moment des faits, elle élève seule son fils de 3 ans. Quand la police l'interroge, elle nie fermement avoir eu une liaison avec Keon. On n'est pas ensemble, c'est juste un ami. Juste un ami. On n'a jamais couché ensemble. Jamais. Jamais. Je comprends que Carla Hughes ait menti au début. Elle ne voulait pas être mêlée à une affaire de meurtre. Certaines personnes ont dû voir qu'on s'entendait bien. Et peut-être qu'ils nous ont vus en train de nous embrasser. Madeleine a imaginé qu'on avait une histoire tous les deux. C'était pas du tout le cas. Pas du tout. Carla dément toute implication dans le meurtre d'Avis Banks. La police ne la considère pas comme un suspect potentiel. Cependant, elle n'a pas d'alibi. Les enquêteurs pensent que le meurtre a eu lieu peu de temps après qu'Avis est rentrée du travail. Avis Banks a quitté la maison de repos à 17h15 et elle est rentrée directement chez elle. Elle est arrivée vers 17h45. Rien n'indique qu'elle se soit arrêtée quelque part en route. Et le meurtre a eu lieu entre 17h45 et 18h ce soir-là. Plusieurs témoins déclarent que Keon était en train de diriger l'entraînement de l'équipe de basket à ce moment-là. En examinant son téléphone portable, les enquêteurs constatent qu'il était effectivement à l'école entre 17h30 et 18h. On avait déjà les témoignages de plusieurs personnes, mais ça nous a confirmé qu'il était bien à son entraînement de basket. D'après ce qu'on a appris, il était à des kilomètres du lieu du crime au moment où il a été commis. Contre toute attente, Keon Pittman possède un solide alibi qui l'innocente du meurtre de sa fiancée. À l'heure du drame, il entraînait son équipe de basketball à l'autre bout de la ville. Une dizaine de personnes peut en témoigner. Dès lors, Brenda Martin et Carla Hughes, 2 de ses maîtresses, demeurent les principales suspectes. D'autant que l'analyse des relevés téléphoniques de Carla dévoile une information qui peut s'avérer capitale dans la suite de l'enquête. Ce document indique que Mademoiselle Hughes était quelque part dans les parages vers 17h30 et aussi vers 18h05. Elle était dans cette zone précise au moment du meurtre. Et qui appelle-t-elle à ce moment-là? Keon Pittman. La police a 2 suspects pour le meurtre d'Avis Banks. Le fiancé de la victime, Keon Pittman, a un alibi solide. On a cependant retrouvé du sang sur sa chemise et des traces de poudre sur ses mains. On ne pense pas que les résidus de poudre qui ont été découverts sur les mains de Keon Pittman sont arrivés là parce qu'il a tiré des coups de feu. On pense plutôt que ces résidus se sont retrouvés sur ses mains quand il a touché le corps d'Avis Banks. Tout comme le sang sur sa chemise. On a pu déterminer que ces taches de sang avaient été faites au contact du corps de la victime. Ce ne sont pas des taches qui sont arrivées là au moment du meurtre. S'il avait commis le meurtre, on aurait retrouvé des indices, des traces d'éclaboussures de sang sur ses vêtements. Mais le labo n'a rien trouvé. Il fallait se rendre à l'évidence. Keon n'était pas là. Il était certainement innocent. Donc on s'est tourné vers sa maîtresse, Carla Hughes. Carla a tout d'abord nié avoir eu une relation avec Keon, mais lors de son 2e interrogatoire, elle change de version. Elle a avoué qu'elle m'avait menti. Elle couchait avec Pittman. Après 6 jours d'enquête, la police reçoit un appel d'un cousin de Carla. Il a dit aux enquêteurs qu'il était en possession d'une arme à feu et que cette arme était peut-être celle qui avait servi à tuer Avis Banks. Ce cousin,
Patrick Nash affirme que Carla lui a emprunté son arme, un calibre 38, pour se protéger. Elle a dit à Patrick qu'elle s'était fait cambrioler, qu'il y avait des groupes de jeunes qui traînaient autour de chez elle le soir, qu'elle ne se sentait plus en sécurité. Patrick révèle que 3 jours avant le meurtre, il a donné son arme à Carla, chargée de 5 balles. Il lui a également donné un couteau de chasse. 3 jours après le meurtre, Carla lui rend son arme, mais elle ne lui rend pas le couteau et le chargeur du pistolet est vide. Patrick a demandé à Carla où étaient passées les balles. Elle lui a répondu qu'elle s'était entraînée à tirer. Le pistolet est confié à des experts en balistique qui vont l'analyser pour déterminer si les balles retrouvées dans le corps Davis peuvent provenir de cette arme. Les marques retrouvées sur les balles qui ont tué la victime étaient identiques à celles des balles tirées pour les essais que nous avons faits. C'était la preuve que cette arme avait bien servi à tuer Avis Banks. Cependant, Carla n'est pas nécessairement la personne qui a tiré les coups de feu. Les enquêteurs vont examiner de plus près l'empreinte de chaussures retrouvée sur les lieux du crime. Ils ont d'abord supposé que c'était une empreinte de chaussure d'homme de pointure 41. Mais il s'agit peut-être d'une chaussure de femme de pointure 42. Les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition pour fouiller l'appartement de Carla. On ne pensait pas trouver quelque chose. On gardait espoir, mais on ne pensait pas qu'on trouverait des vêtements avec des traces de sang ou de poudre. Les enquêteurs vont surtout trouver des chaussures. Dans le placard de la chambre, on a vu que Carla avait une centaine de paires de chaussures. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sans savoir si l'aiguille était bien là. Une paire de chaussures attire leur attention. On avait une photo des empreintes retrouvées sur le lieu du crime et ça correspondait parfaitement. Les empreintes étaient identiques. En regardant cette photo, j'étais pratiquement certain qu'on avait trouvé les bonnes chaussures. Mais les enquêteurs n'y distinguent aucune trace de sang. Les premiers tests effectués ne nous ont pas permis de trouver de l'ADN sur les chaussures. Nous avons décidé de les envoyer dans un autre laboratoire. Ils ont pris les chaussures et ils les ont examinées au microscope. Cette fois-ci, le laboratoire va détecter plusieurs traces microscopiques qui ressemblent à du sang. Les analyses ADN vont confirmer ce que les enquêteurs soupçonnaient déjà. Il y avait bien des traces d'ADN sur ces chaussures. Et cet ADN appartenait à Avis Banks. C'est une preuve qui indique que Carla était aux côtés d'Avis Banks quand elle est morte. La police cherche maintenant à savoir si Pittman est complice de ce meurtre. Carla Hughes n'a jamais eu affaire à la police. Et ce n'était pas une personne violente. Personne ne l'aurait cru capable de tuer quelqu'un. Elle donnait des cours de catéchisme. Elle donnait des cours du soir. C'était une femme belle et intelligente. Personne n'aurait imaginé qu'elle pouvait faire du mal à quelqu'un. Cependant, 3 ans avant le meurtre d'Avis Banks, Carla a vécu une expérience traumatisante. Certes, Carla Hughes possède un mobile, se débarrasser d'une rivale pour vivre avec son amant. Mais les enquêteurs estiment que le profil psychologique de la jeune femme ne correspond pas à celui d'une tueuse. Dotée d'une solide éducation, bien intégrée dans la société, possédant des qualités relationnelles, rien n'indique qu'elle soit capable de commettre un acte d'une telle barbarie. À moins qu'un choc émotionnel récent ne l'ait déséquilibrée. En fouillant dans son passé, les enquêteurs découvrent en effet que 2 ans plus tôt, Carla était sur le point d'épouser l'homme de qui elle attendait un enfant. Puis ce dernier l'avait lâchement abandonnée la veille du mariage. Il y avait des tas de personnes qui adoraient Carla Hughes apparemment. Pour ses parents, elle était restée la fille qui gagnait les concours de beauté. Mais en parlant à son cousin, j'ai découvert qu'elle se laissait mener à la baguette par tous les hommes qu'elle rencontrait. Il m'a dit que chaque fois qu'elle tombait amoureuse, ça finissait mal. La plupart des hommes profitaient d'elle. Les enquêteurs pensent que Carla voyait en Keon Pittman la solution à tous ses problèmes.
Carla aurait voulu être à la place d'Avis. Elle voulait se marier, être avec un homme qu'il aime vraiment, fonder une famille. Mais ce n'était pas près d'arriver. Keon n'avait pas du tout l'intention de quitter Avis pour elle. Personne ne sait ce que Keon a promis à Carla, mais la jeune femme a un mobile pour ce crime. Et elle n'a pas d'alibi. Carla nous a dit qu'elle était allée courir dans un parc, qu'elle avait fait son jogging et qu'ensuite elle était allée faire des courses, mais on ne pouvait rien vérifier. Le procureur pense que Carla Hughes voulait éliminer la seule personne qui était un obstacle entre elle et Keon, celle qu'elle considérait comme sa rivale, Avis Banks. Elle a donc emprunté le pistolet et le couteau de son cousin avant de se rendre chez Avis et Keon. Une fois sur les lieux, elle essaie d'entrer dans la maison en brisant la vitre de la porte de derrière. C'est de cette manière qu'elle laisse des empreintes parfaitement visibles. En voyant que la vitre résiste, elle casse le montant de la porte. À l'intérieur de la maison, elle ouvre tous les tiroirs pour faire croire à un cambriolage qui a mal tourné. Elle attend ensuite qu'Avis rentre du travail. Les relevés téléphoniques de Carla indiquent qu'elle a appelé Keon une première fois avant le meurtre, sans doute au moment où elle préparait sa mise en scène. Mais on ignore ce que les deux amants ont pu se dire. Avis rentre sa voiture dans le garage et sort du véhicule. C'est à ce moment-là que Carla se jette sur elle. Carla tire à 3 reprises, puis une 4e fois à bout portant, suffisamment près pour que de petites gouttes de sang atterrissent sur ses chaussures. Ensuite, elle prend le couteau de chasse et poignarde Avis plusieurs fois avant de lui trancher la gorge. Après le meurtre, Carla se débarrasse du couteau et de ses vêtements ensanglantés. Elle téléphone une seconde fois à Keon peu après 18 h. Là encore, on ignore ce qu'ils ont pu se dire. J'ai pas vraiment le temps de te parler là. Ce qui me choque le plus, c'est que cette femme a un enfant. Je ne comprends pas comment une mère peut faire ça à une femme enceinte. Quant à Keon Pittman, il prétend n'avoir joué aucun rôle dans cette affaire. Et Carla ne l'a jamais accusé. Il est peut-être allé voir ailleurs, il aimait avoir des aventures, et il a dû briser quelques couples. Mais il est incapable de tuer quelqu'un. Il n'aurait pas fait ça. Non, c'est pas un assassin. Et certainement pas avec Avis. Il a beaucoup de défauts, mais je pense pas que ce soit un assassin. Les enquêteurs pensent que Keon n'était pas au courant de ce qu'il allait se passer, mais qu'il en a eu connaissance avant de découvrir le corps d'Avis. On imagine qu'ils se sont parlé avant que Keon ne rentre chez lui et qu'il a appris ce qu'il s'était passé. Carla a dû lui dire quelque chose comme « Tu disais qu'on ne pouvait pas être ensemble, mais maintenant on peut. Il n'y a plus d'obstacles, je m'en suis chargé. » Et Keon a dû comprendre à ce moment-là. Avez-vous infligé ces blessures à Avis Banks? Non, votre honneur. L'avez-vous tué? Non, votre honneur. Avez-vous tué votre enfant? Non, votre honneur. Savez-vous qui a fait ça? Non, votre honneur. Le jury déclare l'accusé Carla Hughes coupable de meurtre avec préméditation. Carla Hughes est condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine. C'est une histoire d'amour qui a mal tourné. Je ne sais pas si un triangle amoureux peut bien se terminer, mais celui-ci a totalement dégénéré. C'est une histoire classique, une femme bafouée qui a voulu se venger. Carla Hughes aurait été soupçonnée de toute façon parce qu'elle avait une liaison avec Keon. Mais je ne sais pas si on aurait pu l'inculper si on n'avait pas trouvé l'arme du crime. On a pu l'accuser grâce aux preuves balistiques et aussi grâce aux empreintes de chaussures et aux traces d'ADN. On savait que Carla avait un mobile pour ce meurtre, mais si on n'avait pas eu ces preuves contre elle, on n'aurait pas pu classer l'affaire. Comment expliquer un tel gâchis? Bien qu'elle ait été adoptée à l'âge de 6 semaines par un oncle et une tante, Carla Hughes avait grandi heureuse dans un milieu prospère. Elle avait excellé en équitation, décroché quelques prix de beauté, poursuivi des études brillantes jusqu'à obtenir un doctorat en sciences de l'éducation.
Rien ne la prédisposait donc à sombrer dans la délinquance et à commettre l'irréparable. Des experts psychiatres ont avancé une hypothèse. Abandonnée par son fiancé la veille de son mariage, alors qu'elle était enceinte de lui, Carla en fut traumatisée. Dès lors, la recherche éperdue de stabilité affective et la peur d'être à nouveau rejetée enterrent son esprit de manière obsessionnelle. Devenue amoureuse de Keon Pittman, elle surestima leur relation, croyant avoir enfin trouvé l'homme de sa vie. Et en apprenant qu'Avi Banks attendait un enfant, ses rêves de bonheur s'effondrèrent à nouveau. Afin d'éviter la répétition de son échec dans la confusion mentale dans laquelle elle se trouvait, elle n'envisagea qu'une solution, éliminer sa rivale par tous les moyens. L'extrême violence de son mode opératoire traduisit, à sa manière, l'ampleur de son désespoir. Et c'est sur cette note tragique que se termine cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.